Bonjour à toutes et à tous, chers étudiantes, chers étudiants. Euh, alors, nous allons continuer cet enseignement de sémiologie neurologique. Je suis professeur Saïd Ben Ali, chef de service de neurochirurgie au CHU Mohamed VI de Marrakech, hôpital Razi, et directeur de spécialité de neurochirurgie à la faculté et au CHU. Alors, le syndrome d'hypertension intracrânienne se définit comme étant une augmentation anormale de la pression intracrânienne qui, dans ces conditions, devient supérieure ou égale à 15 mm de mercure. Normalement, une pression intracrânienne ne doit pas dépasser cette valeur. Alors, retenez bien que c'est un syndrome, ce n'est pas une pathologie précise. C'est un syndrome pour lequel il va absolument falloir trouver des étiologies. Alors, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pourquoi urgence? Parce que si une hypertension intracrânienne n'est pas traitée à temps et correctement, il fait courir un risque à la fois fonctionnel et vital. Le risque vital, comment? Par la possibilité de survenue d'un engagement cérébral que je vous expliquerai dans un instant en détail sur quelques plaques d'anatomie ou de radiologie. Alors, il y a un risque d'engagement cérébral et de décès du patient si le patient n'est pas traité à temps. À côté de cela, il y a aussi un risque fonctionnel représenté par des déficits neurologiques divers et variés et parfois une cécité qui commence par une baisse de l'acuité visuelle, ensuite due à l'œdème papillaire, puis à l'atrophie optique et à la cécité si la pression intracrânienne n'est pas normalisée, si le patient n'est pas traité. Donc c'est donc une urgence diagnostique et thérapeutique, retenez très bien cela. Alors, les causes et les mécanismes de l'hypertension intracrânienne sont illustrés dans cette diapositive. Vous savez très bien que le volume crânien étant un volume constant. Le volume crânien est représenté par trois composantes. Il y a le volume du parenchyme cérébral, le volume du LCR, plus le volume du sang. C'est une constante. Et chaque fois qu'un nouveau volume se rajoute, il le fait aux dépens de ses structures normales. Une tumeur, par exemple, qui se développe, il va comprimer le cerveau, le parenchyme cérébral va supporter cette compression, c'est une déviation du parenchyme, une compression, puis les voies d'écoulement du LCR ou les ventricules cérébraux se voient diminuer de volume, se voient collaber, et les vaisseaux sanguins aussi. Les causes de cette hypertension intracrânienne sont multiples et variées. Vous avez les tumeurs cérébrales, vous avez des abcès, on peut avoir une hydrocéphalie qui est une accumulation de liquide cérébrospinal dans le système ventriculaire. Parfois, on peut avoir des hématomes intracrâniens. Les hématomes peuvent être post-traumatiques ou hématomes dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral. Alors, cliniquement, comment se manifeste un syndrome d'hypertension intracrânienne? Les principaux symptômes sont ceux-là, les céphalées, les vomissements et les troubles visuels. Alors, les céphalées de l'hypertension intracrânienne ont certaines caractéristiques. C'est des céphalées qui peuvent bien sûr survenir toute la journée, mais c'est des céphalées essentiellement matinales, beaucoup plus le matin. Et c'est des céphalées qui ont la caractéristique d'être rebelles, résistantes au traitement médical antalgique. Ça, c'est très important. Bien sûr, c'est des céphalées qui peuvent avoir une topographie très variable. Ils peuvent être unilatérales, bilatérales, frontales, occipitales, intermittentes, ils peuvent changer de position, etc. Au niveau de la nuque, mais brièvement, les caractéristiques sont diverses et variées, mais les principales caractéristiques de ces céphalées, c'est qu'elles sont surtout matinales et surtout des céphalées résistantes au traitement médical, aux antalgiques et au traitement médical. Les vomissements, c'est un signe important du syndrome d'hypertension intracrânienne. Les vomissements sont aussi variables, ils peuvent survenir plusieurs fois par jour, toute la journée, ils peuvent être récidivants, mais elles ont aussi la caractéristique d'être de vomissements faciles en jet, et c'est des céphalées qui soulagent, des vomissements plutôt qui soulagent les céphalées. À côté de cela, bien sûr, vous avez les troubles visuels qui peuvent aussi être très divers et variés. Donc, vous avez une baisse de l'acuité visuelle, un brouillard visuel, un flou visuel. Le patient peut avoir aussi une diplopie, peut voir double. Et puis, ces troubles visuels peuvent évoluer et aller jusqu'à la cécité si le patient n'est pas traité. D'autres symptômes dans le cadre de cette hypertension intracrânienne peuvent également être observés.
Euh, c'est des symptômes très divers, l'asthénie, l'irritabilité, un peu l'angoisse, l'insomnie, etc. Donc, c'est les généraux accompagnateurs des céphalées d'hypertension intracrânienne. Mais les principaux symptômes, c'est les céphalées, les vomissements et les troubles visuels. Bien évidemment, il va falloir faire un examen clinique, un examen clinique neurologique, sans oublier, comme dans tout examen de tous les appareils, on ne doit jamais oublier de faire un examen clinique somatique général. Alors, l'examen neurologique, certainement, dans d'autres cours de sémiologie, vous avez eu un enseignement sur la motricité, la sensibilité, les réflexes et tout. Sachez que l'examen neurologique doit être un peu systématique et doit être très détaillé. Et cet examen clinique commence par l'évaluation des fonctions supérieures. Les fonctions supérieures, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire le raisonnement, la mémoire, et puis vous examinez la conscience et voir si le patient est conscient, ou bien s'il est somnolent, s'il est obnubilé, ou s'il est carrément comateux. Après, bien évidemment, avoir évalué ces fonctions supérieures de présence, raisonnement, lucidité, etc., la conscience et son degré d'atteinte, il va falloir examiner ensuite la marche. Et vous avez plusieurs types de marche. La marche peut être normale, comme elle peut être altérée chez ce patient qui a une hypertension intracrânienne. Alors, vous avez plusieurs types de marches, ça c'est d'une manière générale, ça c'est des notions qui sont valables à tout examen neurologique, indépendamment de la situation. Là, on est en train de parler d'hypertension intracrânienne, mais dans tous les cas, il faut faire un examen clinique de la marche. La marche peut être normale, mais elle peut être anormale. Rapidement, je vous expose un petit peu différents types de marches anormales. Vous avez par exemple la marche de l'hémiplégique ou de l'hémiparétique, donc la démarche en fauchant. Vous avez un patient qui marche difficilement, qui a le bras collé au corps, l'avant-bras fléchi, la main en pronation, le membre inférieur en extension rigide, et un patient qui marche en fauchant. Hein, il fait des tours, donc il écarte les jambes pour avancer, donc c'est une démarche en fauchant, c'est la démarche de l'hémiplégique. Vous avez un autre type de marche, c'est la marche du cérébelleux, la marche d'un patient qui a une lésion cérébelleuse. On l'appelle une marche ébrieuse. C'est comme quelqu'un qui est ivre, qui a bu de l'alcool, etc., qui marche difficilement et qui va un peu dans tous les sens. Donc c'est la marche ébrieuse du cérébelleux, c'est la marche cérébelleuse. Vous avez la marche du myopathe, de la myopathie, c'est une marche avec un patient qui se penche tantôt à droite, tantôt à gauche et qui marche difficilement, la marche du myopathe, la marche dandinante. Et puis vous avez aussi un autre type de marche, c'est la marche du patient parkinsonien. La démarche parkinsonienne, c'est un patient qui marche à petits pas, le corps penché en avant, un patient tremblant, et une marche à petits pas avec une position penchée en avant. C'est la marche du parkinsonien. Bref, vous avez plusieurs types de marches. Et puis, vous passez ensuite à l'examen de la motricité tonus et réflexe. L'examen de la motricité tonus et réflexe osteotendineux s'examine en général ensemble. Alors, par rapport à la motricité, il faut voir si la motricité est normale ou bien s'il est altérée. Alors, une anomalie de la motricité peut s'exprimer selon plusieurs types. Hein. On a plusieurs types de motricité. On peut par exemple avoir un déficit moteur d'un membre supérieur. On parle de monoplégie brachiale ou bien monoparésie brachiale. On peut avoir un déficit moteur des deux membres supérieurs. On parle de diparésie brachiale ou diplégie brachiale. On peut avoir un déficit d'anémie-corps. On parle de d'hémiplégie ou d'hémiparésie. Si le déficit moteur intéresse les membres inférieurs, on parle de paraplégie ou bien paraparésie. Si le déficit est complet, on dit paraplégie. Si le déficit est incomplet, on dit paraparésie. On peut avoir un déficit qui intéresse les quatre membres. On parle de tétraplégie ou bien tétraparésie. Bref, donc monoparésie, monoplégie brachiale ou monoplégie crurale s'il s'agit d'un membre inférieur. On peut avoir une tétraplégie ou tétraparésie. On peut avoir une diplégie brachiale. On peut avoir une paraplégie ou une paraparésie. Ça, c'est un peu les différentes anomalies de la motricité. Comme on peut avoir bien sûr un déficit incomplet d'un membre. Par exemple, un steppage au niveau du membre inférieur.
Ensuite, il va falloir évaluer le tonus musculaire. Alors, le tonus musculaire peut être normal, comme il peut être aussi altéré. On peut avoir une hypertonie, comme on peut avoir une hypotonie. Alors, par exemple, l'hypotonie, on peut l'observer dans le syndrome cérébelleux, l'hypotonie cérébelleuse. L'hypertonie, on peut l'avoir dans le syndrome pyramidal, on l'appelle l'hypertonie spastique. Hein, spastique. On peut l'avoir aussi dans le syndrome extrapyramidal. On parle d'hypertonie plastique, comme dans la maladie de Parkinson. Ensuite, il va falloir évaluer les réflexes osteotendineux. Les réflexes osteotendineux, je pense que toutes ces notions-là d'examen neurologique, vous les verrez en détail une fois passé en stage, soit en neurologie, ou en neurochirurgie, ou dans d'autres services, dans le cadre de l'examen clinique général des patients. De toute façon, un examen d'un patient doit toujours comporter un examen neurologique. Donc, vous aurez l'occasion d'évaluer un peu d'évaluer toutes ces fonctions en examinant des patients lors de votre passage en stage hospitalier. Ça, c'est très important. Les réflexes osteotendineux, vous avez les réflexes bicipital, vous avez le réflexe stylo-radial, le réflexe cubitopronateur, vous avez le réflexe rotulien, le réflexe achillien, et puis vous avez les réflexes cutanéo-abdominaux. Cutanéo-abdominaux, vous avez le réflexe cutané plantaire. Alors par rapport, par exemple, au réflexe cutané plantaire, le principe, c'est de stimuler la plante du pied sur le bord externe du talon jusqu'au gros orteil. Alors, normalement, vous avez un réflexe en flexion. Normalement, vous avez une flexion des orteils. Alors, quand vous avez une extension du gros orteil et un écartement des autres orteils en éventail, on parle de Babinski. On dit signe de Babinski. On ne dit pas Babinski positif ou Babinski négatif. Attention, si le réflexe est normal, on dit le réflexe cutané plantaire est en flexion. S'il y a une extension du gros orteil, on parle de Babinski. Alors, quand il y a un Babinski, c'est un signe d'irritation pyramidale. On dit que le patient a un syndrome pyramidal. On dit que le patient a une atteinte centrale. Parce qu'il va falloir distinguer une atteinte centrale d'une atteinte périphérique du système nerveux. Une atteinte centrale veut dire quoi? Une atteinte centrale veut dire une atteinte du premier neurone, c'est-à-dire du faisceau cortico-spinal, soit de l'aire motrice primaire, en frontale, la frontale ascendante, ou bien le centre ovale, la capsule interne, le tronc cérébral, le faisceau cortico-spinal au niveau de la moelle. Donc une atteinte centrale un Babinski ou une irritation pyramidale doit toujours faire rechercher une atteinte centrale du système nerveux. Qu'est-ce que c'est qu'une atteinte centrale? C'est-à-dire une atteinte qui va du cône médulaire jusqu'au niveau du cortex cérébral. Alors qu'une atteinte périphérique, c'est le système nerveux périphérique. C'est en aval, au-delà du cône médulaire. C'est les racines périphériques, c'est la queue de cheval. Ensuite, vous évaluez la sensibilité. La sensibilité, vous avez différents types de sensibilité. Vous avez la sensibilité tactile, épicritique, vous avez la sensibilité profonde consciente, d'accord? Vous avez la sensibilité protopathique, et donc il va falloir évaluer un peu les différents types de sensibilité. Ça, encore une fois, vous le verrez en examen neurologique. La sensibilité, et s'il y a un déficit sensitif, il va falloir rechercher un niveau sensitif. Et très rapidement, je vous donne quelques repères métamériques importants. Donc, vous avez une répartition métamérique. Vous avez, par exemple, D2, c'est la clavicule. Le niveau de D4, c'est au niveau du membrane. D6, c'est le creux xiphoïdien. D10, c'est le niveau ombilical. L1 et L2, c'est le pli de l'aine. L3, L4, c'est vers le quadriceps. L5, c'est la face antéro-externe de la jambe. S1, c'est la région le mollet. S2, S3, S4, S5 et la racine circoxygène, c'est autour des organes génitaux. Donc c'est pour vous donner un peu une idée sur les différents niveaux métamériques quand vous examinez la sensibilité. Ensuite, il va falloir examiner les paires crâniennes, les nerfs crâniens. La première paire crânienne, c'est le nerf olfactif. Donc c'est l'olfaction, c'est le 1. Le 2, c'est le nerf optique. Le 3, le 4 et le 6. 3, 4, c'est le nerf oculomoteur. C'est les nerfs qui permettent d'assurer la motricité du globe oculaire. Alors d'ailleurs, quand vous avez une atteinte de ces nerfs oculomoteurs, le 3, le 4 et le 6, le patient peut avoir une diplopie, il peut voir double, une diplopie. Alors si vous avez une atteinte du 2 du nerf optique, on peut avoir une baisse d'acuité visuelle ou une cécité.
Si vous avez une atteinte de la première paire crânienne du nerf olfactif, on peut avoir une diminution de l'olfaction, ce qu'on appelle une hyposmie ou bien une anosmie. Alors, le 5, c'est le nerf trijumeau. Le trijumeau, c'est le 5. Donc, et il assure la sensibilité de la face. Et donc, si vous avez une atteinte du 5, on peut avoir soit une hypoesthésie faciale ou on peut avoir une douleur faciale, ce qu'on appelle la névralgie faciale. La douleur, la névralgie faciale. Donc, il faut toujours vous référer à l'anatomie. L'anatomie, c'est la base. Alors, par rapport au trijumeau, vous avez 3 branches. Vous avez le 5-1, c'est l'ophtalmique. Hein, le 5-1, vous avez le 5 dessus le maxillaire supérieur et puis le 5-3 sur le maxillaire inférieur. Donc, si vous avez une anomalie, une atteinte de cette paire crânienne du 5, vous aurez une névralgie faciale, une douleur faciale qui peut intéresser une ou plusieurs branches du nerf trijumeau. Le nerf trijumeau a aussi une petite composante motrice, notamment par rapport à la mastication. Alors, le 7, la septième paire crânienne, c'est le nerf facial. Le nerf facial, c'est un nerf essentiellement moteur qui commande la motricité de la face. Vous avez bien évidemment 12 paires crâniennes à droite et 12 paires crâniennes à gauche. Il y a une symétrie toujours au niveau du fonctionnement. Alors, si vous avez une paralysie faciale d'un côté, alors la face, l'hémiface de ce côté-là est figée, il ne bouge pas, il est atone, il est paralysé, alors que l'hémiface contralatérale est fonctionnelle, donc elle va tirer et par conséquent la bouche va dévier vers le côté sain. Le côté figé étant atone, figé, il ne bouge pas, donc vous aurez une hémiface atone figée, vous aurez un œil de ce côté qui ne se ferme pas. Alors, si vous demandez au malade d'ouvrir la bouche divise davantage vers le côté simple qui tire. Si vous demandez au malade de relever ses sourcils, alors il va relever ses sourcils. Puis du côté paralysie, on a un effacement des rides du front. D'accord? Et quand le patient essaie de boire, il y a du liquide et de l'eau qui sort, qui s'échappe du côté de la bouche du côté paralysé, etc. Donc ça, c'est la paralysie faciale. Bien sûr, il faut distinguer une paralysie faciale centrale d'une paralysie faciale périphérique. Une paralysie faciale périphérique, c'est une paralysie faciale qui touche aussi l'œil, qui touche aussi le muscle orbiculaire de l'œil. Donc le malade n'arrive pas à fermer l'œil en cas de paralysie faciale périphérique. On parle du signe de Charles Bell. Donc, Charles Bell, donc c'est l'œil qui reste ouvert. Le patient peut avoir une paralysie faciale bilatérale, ce qu'on appelle une diplégie faciale. Alors, ensuite, vous avez le 8. Le 8, c'est le nerf 8. C'est le nerf cochléo-vestibulaire. Il y a deux composantes. Il y a la composante cochléaire et la composante vestibulaire. Donc, la composante cochléaire, c'est par rapport à l'audition. La composante vestibulaire, c'est pour l'équilibre. Alors, sur le plan fonctionnel, un patient qui a une atteinte de la 8e paire crânienne, au niveau cochléaire, donc il aura une baisse de l'acuité auditive, il aura une hypoacousie ou bien une surdité. Et sur le plan vestibulaire, il aura un vertige. Il va se plaindre d'un vertige. D'accord? Donc, cliniquement, le patient peut avoir des acouphènes, un vertige. Et quand vous l'examinez, vous pouvez trouver une baisse de l'acuité auditive. C'est la 8e paire crânienne. Alors, ensuite, vous avez le 9, le 10 et le 11. Le 9, 10, 11. Le 9, le 10 et le 11, ce qu'on appelle les nerfs mixtes, c'est les nerfs qui commandent la motricité du carrefour aérodigestif et qui sont responsables de plusieurs fonctions, la déglutition, la parole, etc. Donc, c'est les nerfs mixtes, le 9, 10 et le 11. Ensuite, vous avez le 12. Le 12, c'est le grand hypoglosse, c'est le nerf qui commande la motricité de la langue. Donc, il y a un 12 droit et un 12 gauche. Normalement, quand vous demandez au malade de faire une protraction de la langue, de faire sortir sa langue, la langue sort de façon symétrique. Alors, si vous avez par exemple une paralysie du 12 à droite, et vous demandez au malade de faire sortir sa langue, la langue va dévier vers ce côté paralysé, sur ce côté malade. Pourquoi? Parce que le côté gauche qui est sain pousse, et la langue va dévier vers le côté pathologique, vers le côté où il y a une atteinte du 12. D'accord? C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de dire par rapport au nerf facial. Alors, pour le nerf 12, demandez au malade de faire une protraction de la langue va dévier vers le côté paralysé. Et puis aussi, quand vous voyez le pharynx, le voile du palais, le pharynx du patient, il y a ce qu'on appelle le signe de rideau.
par rapport à l'atteinte des nerfs mixtes. Alors, ensuite, il va falloir évaluer les fonctions supérieures. Les fonctions supérieures, les fonctions sphinctériennes, donc les sphincters vésicales et anales. Le patient peut avoir une rétention urinaire, il peut avoir une incontinence urinaire, il peut avoir une incontinence anale. Donc ça, il faut évaluer les fonctions sphinctériennes dans le cadre de l'examen neurologique. Alors, les syndromes, bien sûr, après, il va falloir regrouper tout ça en syndromes. Puis, il faut faire un examen ophtalmologique et un examen général qu'il ne faut jamais oublier quand on fait un examen neurologique. Alors, quels examens complémentaires doit-on faire chez un patient chez qui on a un syndrome d'hypertension intracrânienne? Bon, c'est essentiellement les examens d'imagerie. Il y a le scanner cérébral à la recherche d'une lésion expansive intracrânienne, d'accord? Ou bien l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM cérébral, c'est aussi un examen d'imagerie qui permet de détecter la cause de ce syndrome d'hypertension intracrânienne à la recherche soit d'une tumeur, soit d'un hématome ou d'une hydrocéphalie ou tout ce que vous voulez. Et puis, il y a un certain nombre d'autres examens qu'on devra faire en fonction du contexte. Donc, il y a toujours d'autres examens qui pourront être justifiés en fonction du contexte du patient. Alors, remarque importante, faites attention, une hypertension intracrânienne est une contre-indication absolue à une ponction lombaire. Il faut faire très attention parce que si un patient a une hypertension intracrânienne et que vous le faites une ponction lombaire pour analyser le liquide cérébrospinal, eh bien, il peut présenter un engagement cérébral et décéder. Alors, je vous explique. Vous admettez un malade en urgence avec trouble de la conscience, fièvre, etc. Vous pensez par exemple à une méningite et vous faites une ponction lombaire parce que vous pensez à une infection et une méningite. Alors, si par exemple ce patient a un abcès de cerveau, qui peut aussi se manifester par de la fièvre, des céphalées et un syndrome méningé, donc s'il a un abcès de cerveau volumineux, il est en hypertension intracrânienne, le cerveau est très comprimé. Alors, en faisant une ponction lombaire, vous soustrayez du liquide céphalo-rachidien, la colonne liquidienne du LCR en périmédulaire descend brusquement, le bulbe et le tronc cérébral fait hernie dans le trou occipital et vous aurez ce qu'on appelle un engagement amygdalien des amygdales cérébelleuses du tronc cérébral dans le trou occipital. Cette descente du tronc cérébral induit des troubles neurovégétatifs. Vous savez que le tronc cérébral, c'est le centre des grandes fonctions végétatives. Le patient peut présenter une bradycardie, peut présenter des troubles thyroïdiques, etc. et peut décéder sur place. Donc attention quand vous avez une hypertension, un syndrome d'hypertension intracrânienne. Quand vous pensez à un syndrome d'hypertension intracrânienne, il faut d'abord faire un examen d'imagerie, un scanner ou une IRM cérébrale, avant de faire une ponction lombaire. Il ne faut faire une ponction lombaire que si on est sûr que le patient n'est pas en hypertension intracrânienne. Ça, c'est très important. Alors, quelles sont les causes du syndrome d'hypertension intracrânienne? Les causes d'un syndrome d'hypertension intracrânienne sont très variées. Vous avez essentiellement les tumeurs malignes. Vous avez plusieurs types de tumeurs malignes que vous aurez l'occasion d'étudier en 4e année, les glioblastomes, les gliomes malins, voilà, donc les tumeurs cérébrales malignes. On peut avoir des tumeurs bénignes aussi, les tumeurs bénignes, les méningiomes ou autres. Alors, ces tumeurs sont responsables d'une hypertension intracrânienne, elles prennent du volume dans la boîte crânienne, elles sont responsables du syndrome d'hypertension intracrânienne par plusieurs mécanismes. D'abord, il y a l'effet du volume tumoral, un néovolume, et puis on peut avoir aussi de l'œdème péritumoral, un œdème cérébral réactionnel autour de la tumeur, voilà. Ou alors on peut avoir une compression des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, une compression si par exemple vous avez une compression de l'aqueduc du Sylvius, vous aurez une dilatation ventriculaire. Si vous avez une compression du quatrième ventriculaire, vous aurez une gêne à la circulation du LCR et vous aurez une accumulation du LCR, ce qu'on appelle une hydrocéphalie, et vous aurez une hypertension intracrânienne. Donc, cette hypertension intracrânienne, ces tumeurs plutôt entraînent une hypertension intracrânienne par le biais de leur volume, de l'œdème autour de la tumeur, ou alors par la compression des voies d'écoulement du LCR. On peut aussi avoir des traumatismes crâniens. Dans les traumatismes crâniens, vous avez de l'œdème cérébral, vous avez de la contusion cérébrale,
On peut avoir de l'hémorragie, un hématome, une hémorragie méningée. Tout ceci peut expliquer une hypertension intracrânienne. D'autres causes aussi, par exemple les infections, un abcès cérébral, une encéphalite avec beaucoup d'œdème cérébral, hein, ou alors un empyème intracrânien. Qu'est-ce que c'est qu'un empyème intracrânien? Un empyème, c'est une collection purulente intracrânienne, non pas intraparenchémateuse. C'est une collection purulente intracrânienne qui peut être soit extradurale ou sous-durale. L'empyème est le plus souvent sous-durale, mais il peut aussi être extradurale. Donc c'est une collection purulente intracrânienne mais extraparenchémateuse. Alors que l'abcès du cerveau, c'est une collection purulente intraparenchémateuse. Donc ces infections s'accompagnent aussi d'une hypertension intracrânienne. Ensuite, vous avez un autre exemple, une autre étiologie, ce qu'on appelle les hydrocéphalies. Les hydrocéphalies, c'est des accumulations anormales du liquide céphalorachidien dans le cerveau, dans les ventricules qui sont dilatés, avec une compression du parenchyme cérébral. Donc les hydrocéphalies, il y a plusieurs causes, vous verrez ça en 4e année. Hydrocéphalie malformative, hydrocéphalie sur tumeur, hydrocéphalie post-infectieuse, hydrocéphalie post-hémorragie méningée, etc., etc. Ensuite, vous avez une autre cause, par exemple, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, accident vasculaire cérébral, surtout hémorragique. On a souligné les AVC hémorragiques, donc les hématomes intracérébraux spontanés, non pas traumatiques, mais sur accident vasculaire cérébral, donc ces hémorragies entraînent une hypertension intracrânienne. Sachez aussi qu'un AVC ischémique, ça veut dire qu'une occlusion d'un vaisseau intracrânien avec une ischémie en aval. Donc un AVC ischémique peut parfois aussi s'accompagner d'un œdème cérébral et peut être responsable aussi d'une hypertension intracrânienne. C'est essentiellement les AVC hémorragiques qui entraînent une hypertension intracrânienne, mais aussi parfois les AVC ischémiques. Alors, pour illustrer un petit peu ces causes tumorales, voici par exemple quelques exemples des astrocytomes cérébraux. Hein. On peut avoir une tumeur à un gangliome des voies optiques. On peut avoir un adénome de l'hypophyse, une tumeur de l'hypophyse. On peut avoir un crânio-pharyngiome. Hein, crânio-pharyngiome, c'est une tumeur de l'enfant qui se développe au-dessus de la selle turcique, qui entraîne une hypertension intracrânienne. On peut avoir un gliome du tronc cérébral. On peut avoir une tumeur de cervelet, hein, les astrocytomes. On peut avoir un méduloblastome du cervelet qui est une tumeur maligne. On peut avoir des tumeurs pénéales de la région pénienne. Vous vous rappelez de la région péniale, hein? On peut avoir des épendymoses. Donc là, ça vous rappelle un petit peu le cours d'anatomie. Vous avez ici le bulbe olfactif, vous avez le lobe frontal, d'accord? Vous avez le corps calleux, hein, le fornix, vous avez le 3e ventricule, l'hypothalamus, le mésencéphale, la protubérance, le bulbe, le 4e ventricule, l'aqueduc sylvius, la région pénéale, le cervelet, la grande citerne, le bulbe et puis la moelle. Donc les différentes tumeurs cérébrales peuvent entraîner une hypertension intracrânienne. Ça c'est un exemple de tumeur cérébrale maligne. Hein. Vous avez une tumeur ici thalamique, une tumeur thalamique avec une compression des ventricules. Il y a de l'œdème autour, ça prend le contraste, il y a de la nécrose au centre, ça c'est une tumeur cérébrale. Vous avez aussi certaines tumeurs qui parfois peuvent saigner, hein. C'est rare, mais c'est possible. Il y a parfois des tumeurs qui peuvent saigner. Une tumeur cérébrale du carrefour ici, du carrefour parieto-temporo-occipital, avec ça c'est la tumeur. Ça, c'est ce qu'on appelle un œdème cérébral en doigt de gant, un œdème un peu diffus. Mais il y a aussi du sang, hein. Vous voyez du sang dans les ventricules, dans les ventricules latéraux, il y a une hémorragie ventriculaire, c'est une tumeur qui a saigné. D'accord? Alors, ça c'est un exemple d'hypertension intracrânienne chez un enfant qui a cette énorme hydrocéphalie. Regardez ici, un nourrisson qui a une macrocranie, une augmentation du volume du crâne, hein, une macrocranie. Ce n'est pas une photo en couleur, mais vous voyez, on devine une turgescence des veines, une saillie des bosses frontales, une fontanelle antérieure tendue, les bosses pariétales tendues, une disproportion crânio-faciale. Mais fait important, regardez ici ce qu'on appelle le regard en coucher de soleil. Le regard en coucher de soleil, donc c'est un regard en coucher de soleil par abaissement du globe oculaire. Et puis vous avez ici, ceci est dû à une tumeur du 3e ventricule, un papillome du plexus choroïde du 3e ventricule. C'est une tumeur qui sécrète beaucoup de LCR. Regardez la dilatation des ventricules latéraux. C'est une hydrocéphalie sur tumeur du 3e ventricule qui entraîne chez le nourrisson une macrocranie parce que les sutures sont encore disjointes, donc il y a une macrocranie, une hypertension intracrânienne. Ça, c'est un exemple d'abcès du cerveau. Abcès du cerveau, vous avez ici un abcès temporal, un abcès du cerveau temporal qui commence à se développer. C'est un abcès avec une porte d'entrée otitique, donc ORL plutôt, donc une otite
qui a entraîné une propagation de l'infection vers le cerveau avec un abcès cérébral temporal et beaucoup d'œdème cérébral autour. Ça, c'est un exemple d'hypertension intracrânienne. Ça, c'est un enfant qui a un traumatisme crânien avec de l'œdème cérébral. Ce qu'on a l'œdème cérébral, regardez les ventricules cérébraux, ils sont collabés. On ne les voit pas parce qu'il y a un gonflement cérébral, et ce qui fait que le LCR est chassé en dehors de la boîte crânienne vers la moelle. Donc, il y a une hypertension intracrânienne par œdème cérébral. Ça, c'est un exemple aussi d'une hypertension intracrânienne par un hématome extradural. Un patient qui a eu un traumatisme crânien, admis aux urgences, comateux, on fait un scanner. Ça, c'est le scanner. Et puis, vous avez ici une image de lentille biconvexe. Pardon, une lentille biconvexe. Lentille biconvexe, c'est l'image typique de l'hématome extradural. Un hématome extradural qui est une urgence neurochirurgicale qu'il faut opérer en urgence. Sinon, le patient va présenter un engagement. En parlant de l'engagement, tout à l'heure, je vous ai dit que je vous expliquerai un petit peu ce que c'est qu'un engagement. Ça, c'est cette diapositive, c'est l'occasion de vous expliquer un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe particulièrement en cas de hématome extradural post-traumatique si le patient n'est pas opéré en urgence? Alors, l'hématome augmente de volume, le lobe temporal est comprimé, voilà, il est comprimé, il est refoulé, puis, rappelez-vous, ici, vous avez le mésencéphale, hein, les pédoncules cérébraux. Ce qui se passe, c'est que le lobe temporal est fortement comprimé et refoulé, et il comprime le mésencéphale, le tronc cérébral. Le lobe temporal a tendance à passer de la fosse temporale vers la fosse postérieure via le foramen de Pacchioni. Donc il y a une irénie de la 5e circonvolution temporale, du lobe temporal dans le foramen, une compression du mésencéphale. Vous savez que dans le mésencéphale, vous avez la substance réticulaire responsable de la conscience. Donc la substance réticulaire, vous avez étudié ça en anatomie, en physiologie. Quand vous avez une compression de la réticulaire, vous aurez des troubles de conscience, une altération de la conscience, puis des troubles végétatifs, puis un décès. Donc ça, c'est l'engagement temporal. L'engagement temporal, c'est l'engagement de lobe temporal vers la fosse postérieure. Alors que si par exemple, vous avez une grosse tumeur du cervelet ou un gros hématome du cervelet, s'il n'est pas traité en urgence, alors vous aurez une irénie des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital, avec aussi une compression du bulbe où il y a le centre cardio-respiratoire. Donc le bulbe et les amygdales cérébelleuses ont tendance à passer dans le trou occipital. C'est ce qu'on appelle l'engagement amygdalien. L'engagement des amygdales cérébelleuses et du bulbe dans le trou occipital avec une compression du bulbe, des troubles neurovégétatifs, bradycardie, arythmie, etc. Puis décès si le patient n'est pas traité. C'est ce qu'on appelle l'engagement amygdalien dans le trou occipital. D'accord? Donc on a parlé de l'engagement temporal, on a parlé de l'engagement amygdalien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement sous-falciforme. Qu'est-ce que c'est? Vous avez ici la faute de cerveau au milieu. Quand vous avez une énorme lésion frontale, par exemple, il va comprimer le cerveau et puis ce lobe frontal a tendance à passer vers l'autre côté, sur la faute du cerveau. Ce qu'on appelle l'engagement sous-falciforme ou l'engagement sous-falcoriel. Ça, c'est un type d'engagement. Ce qu'on appelle l'engagement sous-falciforme, il se manifeste par une rigidité, il y a un coma, des troubles végétatifs et le patient avec un décès, si l'engagement survient brusquement sur un gros hématome ou une tumeur. Et puis vous avez aussi un autre type d'engagement, c'est ce qu'on appelle l'engagement axial. Quelquefois vous avez un patient qui a un énorme œdème cérébral et puis le contenu de l'étage sustentoriel a tendance à passer via le foramen de Pacchioni vers la fosse postérieure. Des deux côtés, les deux lobes temporaux ont tendance à passer vers la fosse postérieure, ce qu'on appelle l'engagement axial. L'engagement axial. Donc on a parlé de l'engagement temporal, l'engagement amygdalien, l'engagement sous-falciforme et l'engagement axial qui survient dans un contexte d'œdème cérébral diffus. Alors, c'est l'hématome extradural. Donc, nous arrivons donc à la fin de ce chapitre du syndrome d'hypertension intracrânienne pour vous dire que c'est un syndrome aux étiologies multiples, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique et il engage un pronostic vital et fonctionnel. Nous passons tout de suite à un deuxième chapitre qui est réservé au relatif aux troubles de la conscience ou les comas. Alors, les comas, orientation diagnostique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coma? Un coma, c'est une abolition de la conscience et de la vigilance
non réversible sous l'influence des stimulations. D'accord? Il faut le différencier du sommeil, qui est un état physiologique. Donc, c'est une abolition de la conscience, de la réactivité, de la vigilance non réversible sous l'influence des stimulations, et à distinguer du sommeil. Là aussi, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Comme vous pouvez le deviner, on est dans le cadre de la sémiologie. Un coma, c'est un trouble de la conscience. Ce n'est pas une pathologie précise. C'est un état clinique pour lequel il va absolument faire, qu'il doit absolument faire rechercher une cause, une étiologie. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, bien évidemment, vous êtes aux urgences, vous avez été un patient qui a un trouble de la conscience, qui est comateux, il ne peut pas communiquer bien évidemment, donc vous êtes obligé de vous entretenir avec l'accompagnant, la famille, l'ambulancier, bref, donc avec l'entourage. Alors, il va falloir avoir un maximum de renseignements, de données pour avoir une orientation étiologique. Il faut voir un peu le mode d'installation. Est-ce que c'est un coma brutal, ou bien subaigu, ou bien progressif? C'est très important. Donc, par exemple, un coma brutal fait penser tout de suite à une cause vasculaire. D'accord? Alors qu'un coma progressif fait penser à d'autres causes, hein, métaboliques, tumorales ou autres. Et il va falloir connaître un peu les antécédents du patient. C'est très, très important. Alors, il faut voir si le patient est hypertendu ou pas. L'hypertension artérielle est pourvoyeuse d'accidents vasculaires cérébraux. Un patient hypertendu non traité ou qui n'observe pas le traitement correctement, ou un patient hypertendu mais qui ne se sait pas hypertendu, peut à tout moment présenter un accident vasculaire cérébral, un hématome intracérébral par rupture d'un vaisseau intracrânien et entraîner un hématome et un coma. Alors, l'hypertension artérielle, c'est très important. Le diabète c'est important. Pourquoi? Comment un diabétique peut présenter un coma? Première possibilité, le patient peut présenter une hypoglycémie. Alors, une hypoglycémie non traitée entraîne un coma. Deuxième possibilité, un diabète décompensé, une hyperglycémie, donc un diabète décompensé, peut rentrer dans un tableau de coma par ce qu'on appelle une acétocétose diabétique. Acétocétose diabétique, donc il peut entraîner un coma. Alors, une épilepsie. Un patient épileptique peut présenter une crise d'épilepsie, il peut présenter un coma post-critique pendant un certain temps. Ou un patient qui a fait un état de mal épileptique qui est une répétition de plusieurs crises dans la journée, ce qu'on appelle un état de mal épileptique, peut entraîner un coma post-critique. Un patient asthmatique peut présenter une détresse respiratoire, une encéphalopathie anoxique qui peut présenter un coma. Une cirrhose hépatique, vous verrez ça en sémiologie digestive, une cirrhose hépatique peut entraîner une insuffisance hépatocellulaire avec des troubles de la conscience et un coma hépatique, ce qu'on appelle un coma hépatique. Une hypothyroïdie, c'est possible, hein? Une insuffisance rénale, un coma urémique, donc peut entraîner un coma. Une intoxication, c'est très important, une intoxication peut entraîner un coma. Il y a deux situations, deux étiologies que vous devez toujours avoir à l'esprit chez un patient comateux. Il faut toujours avoir à l'esprit, entre autres, bien sûr, une intoxication et une hypoglycémie. L'intoxication et l'hypoglycémie doivent toujours être présentes à l'esprit. Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée sur les antécédents du patient pour se faire une orientation étiologique chez ce patient comateux. Bien sûr, les circonstances de diagnostic, est-ce qu'il y a un traumatisme ou pas, est-ce qu'il y a une épilepsie, etc. Bref, c'est la même chose, c'est les antécédents, c'est le contexte de survenue de ce coma. Alors, l'examen clinique d'un patient comateux se fait selon cette échelle, ce qu'on appelle l'échelle de Glasgow. La classification de Glasgow, c'est très important, vous suivez, et elle est évaluée sur les trois items. Vous avez le premier, c'est l'ouverture des yeux. Le second, c'est la réponse verbale. Le troisième, c'est la réponse motrice. Alors, l'ouverture des yeux est cotée de 4 à 1. Donc, un patient qui ouvre les yeux spontanément comme vous, comme moi, en cote 4. Un patient sur chariot allongé, donc qui a les yeux fermés, mais qui les ouvre à l'appel, sur ordre. Vous l'appelez, il ouvre les yeux. Vous cessez le stimulus, il se rendort, il ferme les yeux. Vous l'appelez, il ouvre les yeux. Donc, c'est une ouverture des yeux sur ordre. C'est 3. Un patient que vous appelez, il n'ouvre pas les yeux. Et il ne les ouvre que si vous le stimulez.
qui a la stimulation nociceptive douloureuse. Vous cotez 2. Un patient qui n'ouvre pas les yeux malgré l'appel, malgré la stimulation, qui garde les yeux fermés, vous cotez 1. Alors, deuxième item, c'est la réponse verbale. Alors, il est coté de 5 à 1. Quelqu'un qui a une réponse cohérente, qui parle, etc., qui répond, vous cotez 5. Alors, quelqu'un qui répond, mais de temps en temps, vous sentez que dans l'entretien, il est un peu confus, il ne répond pas correctement, etc. Vous sentez une certaine confusion, vous dites 4. Quelqu'un qui répond à côté, quand on dit réponse inappropriée, des mots inappropriés, vous posez la question par exemple par rapport à son âge, il vous répond lieu de domicile, etc. Donc il émet et il répond de manière inappropriée à la question, vous cotez 3. Alors un patient qui, en l'examinant, en essayant de communiquer avec lui, un patient qui vous répond par quelques mots incompréhensibles, quelques sons incompréhensibles, vous cotez 2. Alors que quand il n'y a aucune réponse, ni son, ni réponse, etc., vous cotez 1, c'est 1. Alors, par rapport maintenant à la réponse motrice. La réponse motrice, c'est cotée de 6 à 1. Alors, une réponse motrice sur 6, sur ordre, c'est 6. Vous lui demandez de lever la main droite, il le fait. Le pied gauche, il le fait. Donc, sur ordre. Il a une motricité conservée, vous cotez 6. Bien sûr, si un patient a un déficit moteur ou s'il a une fracture de jambe, etc., ou du bras, vous n'allez pas lui demander de lever la main. Donc, c'est évident, il y a un contexte. Quand vous êtes en présence de lésions traumatiques, il faut tenir compte de ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de traumatisme, donc vous demandez de bouger les membres. S'il le fait sur ordre, vous cotez 6. Si il fait le mouvement de façon localisée, c'est-à-dire vous le stimulez par exemple sur le membre blanc, il tend à écarter votre stimulus, votre main, donc il se dirige vers le stimulus. On dit que la réponse est localisée, vous mettez 5. Alors, si vous pincez et vous stimulez, il répond en flexion, il fait une certaine flexion, mais qui n'est pas dirigée vers le stimulus, vous cotez 4. Alors, s'il répond en décortication, vous cotez 3. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une décortication? La décortication, c'est un patient qui, en le stimulant, réagit des 4 membres en faisant une flexion rigide des membres supérieurs et une extension rigide des membres inférieurs. Donc il fait ça, vous le stimulez, il fait ça. Il fait une flexion rigide des membres supérieurs et une extension rigide des membres inférieurs, ce qu'on appelle la décortication. Alors un patient qui répond en décérébration, c'est un patient qui fait une extension, enroulement des 4 membres. Donc il fait une extension rigide et un enroulement des 4 membres. Donc vous stimulez et fait ce mouvement d'extension des 4 membres avec un enroulement des membres supérieurs de façon rigide. Vous cessez de stimuler, il se relâche. Vous stimulez de nouveau et il se contracte de nouveau. On dit que le patient fait la moto. Donc il étend les membres supérieurs et il les enroule comme ça. Il fait d'accord. Et puis, quand il ne fait aucun mouvement, vous cotez 1. Il faut savoir que l'altération de la conscience répond à un principe de détérioration rostrocaudale. Un traumatisme crânien, par exemple, qui a des lésions encéphaliques, il y a des lésions corticales, ensuite sous-corticales, ensuite au niveau du tronc cérébral. Donc, quand vous avez une décérébration, ça veut dire que les lésions sont plus profondes. Ça veut dire que les lésions ont touché le tronc céébral. Donc, d'ailleurs, dans les aggravations cliniques post-traumatiques, il y a ce qu'on appelle le principe d'aggravation ou de détérioration rostrocaudale. Quand l'atteinte atteint le tronc cérébral, c'est déjà un stade avancé grave et le patient peut avoir une décortication ou une décérébration plutôt. Alors, en voyant cette échelle, vous voyez que la classification de Glasgow vous permet de définir plusieurs groupes de malades, plusieurs types de malades. Vous avez le minimum, c'est 1. Le minimum, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est 3 sur 15. Le maximum, c'est 4 plus 5, c'est 9, plus 6, c'est 15. Donc, maximum, c'est 15 sur 15, comme vous, comme moi. Le minimum, c'est 3 sur 15. D'accord? Cette échelle a l'avantage de classer les patients de Glasgow 3 sur 15, 4 sur 15, 5 sur 15, 6 sur 15, jusqu'à 15 sur 15. Donc, vous avez une discrimination, donc une répartition des malades sur une large échelle, et ça permet d'affiner un peu l'examen clinique, et ça permet aux cliniciens de parler un langage cohérent et de ne pas se tromper.
Parce qu'avant, il y avait la classification des comas en stade grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Quand les médecins examinaient un patient, un médecin peut dire coma stade 2, l'autre dira coma stade 3. Vous voyez, il y a une certaine confusion. Donc on pouvait se tromper un peu de classification de ces patients. Or, maintenant, avec cette échelle de Glasgow qui est très étalée, de 3 à 15 sur 15, en face de chaque patient, tous les cliniciens, tous les médecins, tous les étudiants, tous les externes devraient normalement trouver le même chiffre. D'accord? Toujours le même chiffre. Donc, et puis, ça permet aux cliniciens de se comprendre quand on parle d'un patient à distance, par téléphone ou par télémédecine. Donc, quand on dit Glasgow 9 sur 15, on sait comment est le patient. Quand on dit 14 sur 15, donc tout le monde comprend tout de suite. D'accord? Et puis en traumatologie crânienne, vous verrez en quatrième année on dira traumatisme crânien grave, c'est un score de Glasgow inférieur strictement à 8 sur 15. Donc quand vous avez un 3 sur 15, c'est très grave. Quand vous avez un 3 sur 15, il faut en plus examiner les réflexes du tronc cérébral. Il faut voir les pupilles. Si le patient a des pupilles dilatées, c'est-à-dire une mydriase bilatérale avec un Glasgow 3 sur 15, il est pratiquement en mort cérébrale. Hein. D'accord? Donc l'examen des pupilles est très important. Donc cette échelle de Glasgow est une échelle très pratique, très rapide. Il faut vous exercer à la faire au lit du patient et ça se fait en quelques secondes. Hein. C'est pas difficile. Donc ça donne une idée sur la profondeur des troubles de la conscience que présente le patient. Alors, bien sûr, toujours la suite de l'examen clinique. En fait, la classification de Glasgow, ça rentre dans l'examen clinique. C'est l'examen neurologique. L'examen des pupilles. Il faut voir si les pupilles sont symétriques ou pas. Est-ce qu'elles sont symétriques ou pas? D'accord? Et normalement, un patient a les yeux, a les pupilles plutôt symétriques. D'accord? Alors, ou bien, est-ce qu'elle a une anisocorie? Qu'est-ce que c'est qu'une anisocorie? C'est une inégalité pupillaire. D'accord? Le patient peut présenter un myosis, une contraction serrée des pupilles. D'accord? Et il peut présenter une mydriase. La mydriase, une dilatation de la pupille, et elle peut être unilatérale ou bilatérale. D'accord? Si un patient a une mydriase bilatérale réactive à la lumière, c'est un stade très très avancé, ça veut dire qu'il y a une souffrance du tronc cérébral, c'est pratiquement un état de mort cérébrale. Hein. D'accord? On peut voir aussi ce qu'on appelle une semi-mydriase bilatérale. Un patient qui a une semi-mydriase bilatérale va rapidement développer la mydriase bilatérale, donc c'est très grave. Quand on examine les pupilles, il faut toujours aussi faire attention et demander, voir un peu si dans les antécédents, le patient n'avait pas été opéré de l'œil, parce que parfois il y a des patients qui étaient opérés de l'œil et qui peuvent avoir une asymétrie de la pupille, qu'on risque quelquefois de prendre pour une inégalité pupillaire. Ça, il faut faire attention. C'est pourquoi, bien sûr, on demande toujours les antécédents du patient pour avoir une idée globale du patient. Alors, les réflexes du tronc cérébral. Les réflexes du tronc cérébral, c'est très important à évaluer chez un patient en coma profond. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'un patient qui a un Glasgow 3 sur 15, il faut voir les réflexes du tronc pour voir un peu la profondeur du coma en réalité. Parce que l'inconvénient de cette échelle de Glasgow, un des inconvénients, c'est qu'il ne permet pas d'avoir une idée sur le tronc cérébral. Et pour le faire, il va falloir absolument rechercher les réflexes du tronc cérébral. Alors, le premier réflexe, ce qu'on appelle le réflexe cornéen. Toujours sur une question d'anatomie, le réflexe cornéen consiste à stimuler la cornée avec une goutte de sérum ou bien avec un petit coton stérile. Donc, vous touchez la cornée. Normalement, en touchant la cornée, on stimule quelle voie, quel réflexe? La sensibilité de la cornée est assurée par le trijumeau. C'est le 5. D'accord? Donc, on stimule la cornée, c'est le 5. Il y a la voie afférente vers le tronc cérébral, c'est le 5. Il y a le centre au niveau du tronc cérébral. Et puis, que fait le patient quand on touche la cornée? Il ferme de manière réflexe l'œil. Donc, une fermeture de l'œil par le muscle qui permet de fermer l'œil brusquement comme ça, c'est le facial. Parce que le nerf facial innerve l'orbiculaire des yeux, donc des paupières. Donc, il y a une fermeture de l'œil, c'est le 5. Donc, l'arc réflexe, c'est le 5. Le centre, c'est le tronc cérébral. Et la voie efférente, c'est le 7. D'accord? Le réflexe cornéen. Ensuite, il y a le réflexe photomoteur.
Hein, vous mettez de la lumière, donc vous stimulez hein, vous ouvrez l'œil du patient, vous mettez de la lumière. Normalement, il y a aussi un arc réflexe. La voie afférente, c'est le nerf optique, c'est le 2. Le 2 vers le tronc, le 2 vers le centre optique. Ensuite, vous aurez comme réponse une contraction de la pupille. Donc, vous stimulez la pupille de la lumière, il y a le 2, c'est la voie afférente, et la voie efférente, c'est le 3. Normalement, il y a une contraction de la pupille. Hein, il y a un myosis. C'est ce qu'on appelle le réflexe photomoteur. D'accord? Et puis, il y a le réflexe oculocardiaque. Le réflexe oculocardiaque consiste à comprimer le globe oculaire pendant quelques secondes. Normalement, on doit avoir une diminution de la fréquence cardiaque. C'est le réflexe oculocardiaque. On comprime le globe oculaire pendant quelques secondes, 10-20 secondes. On doit assister à une réduction de la fréquence cardiaque. C'est le réflexe oculocardiaque. Alors, quand il est aboli, c'est un coma pratiquement dépassé. D'ailleurs, un patient qui a un Glasgow 3, midriase bilatérale, en réanimation, quand on cherche, on évalue les réflexes du tronc cérébral en recherchant l'oculocardiaque. Si le réflexe oculocardiaque est aboli, c'est pratiquement le dernier réflexe à disparaître. On dit que c'est un stade dépassé. Ensuite, vous avez les réflexes oculocéphaliques, horizontal et vertical. Le réflexe oculocéphalique. La recherche de réflexe oculocéphalique consiste à tenir la tête du patient, à la faire bouger doucement, normalement, en faisant une extension douce, une flexion, une extension de la tête. Les yeux bougent dans le sens inverse. Alors, quand il ne bouge pas dans ce sens, on dit que le patient a des yeux de poupée. Là aussi, ça traduit une souffrance du tronc cérébral. Bien évidemment, cet examen clinique ne saurait se terminer sans un examen somatique complet. Il faut faire un examen neurologique et un examen somatique complet. Alors, quels sont les examens complémentaires que l'on doit faire ou pratiquer chez un patient qui présente un trouble de la conscience ou un coma? Ça dépend du contexte. Donc, il y a le scanner cérébral. Par exemple, si on pense à un accident vasculaire cérébral, on demande un scanner cérébral à la recherche d'un hématome ou d'une tumeur ou d'une hydrocéphalie. Aussi l'IRM. L'IRM cérébral permet aussi un meilleur bilan lésionnel. Donc, mais ça dépend du contexte. En quatrième année, en neurochirurgie, en neurologie, on vous expliquera davantage les indications et du scanner et de l'IRM cérébral. Mais pour vous maintenant, sachez que parmi les examens qui pourraient être pratiqués dans ces conditions, c'est le scanner cérébral et ou l'IRM. Il y a des patients qui nécessitent les deux. Hein. Ensuite, il y a l'artériographie cérébrale. L'artériographie cérébrale, c'est un examen qu'on fait, par exemple, pour un patient qui a une hémorragie méningée pour rechercher un anévrisme intracrânien rompu. Un anévrisme, c'est une dilatation anormale d'un vaisseau qui se rompt et qui entraîne une hémorragie méningée. Donc, c'est l'artériographie cérébrale. Et puis, voici l'électroencéphalogramme, l'EEG. L'électroencéphalogramme, c'est un examen qu'on peut pratiquer chez un patient comateux dans un contexte d'épilepsie, par exemple un état de mal épileptique. Donc, c'est un examen qu'on peut pratiquer en plus des autres. Vous voyez, ça dépend du contexte. Il y a des patients qui nécessitent un de ces examens, il y a des patients qui nécessitent deux de ces examens, il y a des patients qui nécessitent plusieurs de ces examens-là à la fois. Donc, ça dépend du contexte. Vous voyez marqué ici l'étude du LCR. Bien sûr, un patient chez qui on pense à une méningite doit bénéficier d'une étude du LCR pour confirmer la méningite et puis refaire les prélèvements après pour voir un peu l'évolution de cette méningite et voir si elle est guérie ou pas. Donc l'étude du LCR par ponction lombaire. Alors, d'autres examens seront demandés en fonction de contexte. En fonction de contexte, rappelez-vous, tout à l'heure, quand on a parlé des circonstances, voilà, d'autres examens doivent être faits en fonction de contexte. Bien sûr, un patient comateux en réanimation doit bénéficier d'un bilan biologique, une numération, TP, une urée créate, une glycémie et tout. Donc, ça dépend si c'est un diabétique. Si c'est un patient qui a un problème de cirrhose hépatique, il aura un bilan digestif à faire. S'il a une hypothyroïdie, s'il a une insuffisance rénale, s'il a eu une intoxication, etc. Donc, d'autres examens complémentaires, comme je viens de le citer, de le mentionner, dépendent du contexte dont on parle et de la situation du patient en question. C'est très important. Les examens doivent toujours être orientés en fonction du contexte. Alors, quelles sont les étiologies possibles de ces troubles de la conscience ou de ces états de coma? Alors, il y a les traumatismes crâniens.
qui peuvent entraîner un coma par l'œdème cérébral, par une embarrure, une plaie crânio-cérébrale, une hémorragie méningée, une contusion cérébrale, un hématome intracérébral, une hémorragie ventriculaire, une contusion du tronc cérébral ou alors l'association de ces différents types de lésions. Sachez qu'un patient peut présenter plusieurs lésions à la fois. Alors, les hémorragies méningées par rupture d'anévrisme, les hémorragies cérébrales avec hématome intraparenchémateux, soit sur une hypertension artérielle, soit des hémorragies cérébrales dues à une rupture d'une malformation vasculaire cérébrale. Bref, vous verrez tout ça en détail en 4e année, Inch'Allah. Alors, les AVC ischémiques avec beaucoup d'œdème cérébral peuvent entraîner un coma aussi. Les thrombophlébite, les thromboses veineuses cérébrales, les thrombophlébite cérébrales peuvent entraîner un tas de comas. Thrombophlébite, c'est donc une thrombose des veines cérébrales et des sinus duraux, avec des ischémies étendues, avec une gêne à la résorption du LCR, etc. Pardon. Les méningites, les méningoencéphalites, les encéphalites, ou alors les suppurations intracrâniennes, abcès de cerveau, MPM, d'accord? On l'a dit tout à l'heure quand parlant de l'hypertension intracrânienne, ces suppurations intracrâniennes peuvent entraîner des troubles de la conscience. L'épilepsie avec un coma post-critique, la prise de toxiques, les causes métaboliques. Là encore une fois, rappelez-vous les causes métaboliques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, l'hypothyroïdie, le diabète. Toutes ces situations, c'est des situations, des pathologies métaboliques qui peuvent entraîner un trouble de la conscience ou un coma. Alors, donc ce chapitre, l'objet de ce chapitre a été un petit peu de vous illustrer un peu un contexte général d'un patient comateux, comment l'examiner et comment surtout se faire une orientation étiologique en insistant sur l'importance de connaître les antécédents et d'avoir une orientation étiologique et puis les principaux examens complémentaires que l'on doit faire en fonction du contexte en question. L'objet de ce cours n'est pas de vous rapporter un peu la prise en charge d'un patient comateux, loin de là, parce que vous aurez l'occasion de voir ça après quand vous étudierez ces différents chapitres, et puis lors de votre passage au stage hospitalier, soit en neurochirurgie, en réanimation, etc. Ou dans d'autres services, les maladies infectieuses ou autres. Ou en pédiatrie ou autre. Donc il y a plusieurs services peuvent prendre en charge ce genre de patients. On va passer rapidement à l'étude des troubles du langage. Je vous en parlerai très très brièvement. Les troubles du langage. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble du langage? En gros, c'est un trouble de l'expression ou de la compréhension du langage. Donc, expression ou de la compréhension du langage, en rapport avec l'atteinte de l'hémisphère dominant pour le langage. Alors, vous savez qu'un individu, un patient, peut être droitier. Il peut être gaucher, mais il peut être ambidextre. Ambidextre, c'est-à-dire il peut être dominant pour les deux hémisphères. Donc, si vous êtes droitier, votre centre du langage se situe sur l'hémisphère dominant, sur l'hémisphère gauche, et inversement. D'accord? Alors, vous avez en gros deux types d'aphasie. Je ne suis pas rentré dans les détails du trouble du langage parce qu'il y a l'aphasie, il y a la dysarthrie, il y a la dyslexie, mais retenez essentiellement ces principaux types de troubles de langage ou d'aphasie. Aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke. Alors, l'aphasie de Broca, l'aire de Broca, se trouve au niveau du pied de F3. Rappelez-vous l'anatomie. La frontale, vous avez le F1, F2, F3. F3, c'est ça. Et puis vous avez F4, c'est la frontale ascendante, c'est l'aire motrice primaire, c'est l'aire 4 de Brodmann. Ça, vous l'avez étudié en 4e année. Alors, ça, c'est le F3, le pied de F3 sur l'hémisphère gauche. Ça, c'est la zone de Broca. C'est l'aire de Broca. Je ferai une petite parenthèse. M. Broca avait décrit cette aire, c'est un neurologue qui avait décrit cette aire, mais il faut savoir que maintenant, avec l'avènement de l'imagerie fonctionnelle, de l'IRM fonctionnel, on commence à découvrir d'autres aires du langage. D'accord? D'autres aires du langage. Et ce qu'il faudrait savoir aussi,
c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle. Hein. Donc, la zone du langage se trouve à ce niveau-là chez la grande majorité des personnes, des individus, mais il faut savoir qu'il y a des variations interindividuelles. Des variations interindividuelles. Et il faut savoir aussi que cette cartographie cérébrale, maintenant, sert de base à des procédés thérapeutiques en chirurgie, en neurochirurgie, à ce qu'on appelle par exemple la neurochirurgie des tumeurs cérébrales, des tumeurs en zone éloquente très fonctionnelle, ce qu'on appelle la chirurgie éveillée. La chirurgie éveillée consiste à opérer un malade qui a une tumeur cérébrale par exemple, avec une tumeur à côté de la zone du langage, ou bien une tumeur à côté d'une zone de la zone motrice, ce qu'on appelle les zones hautement fonctionnelles ou les zones éloquentes. Les zones éloquentes. Alors le principe de la chirurgie éveillée, c'est d'endormir le patient, de faire le volet, la craniotomie. Une fois la durmure ouverte, on demande à l'anesthésiste de réveiller le patient. On le réveille pour faire ce qu'on appelle une cartographie corticale. On prend un stimulateur. Alors, le patient étant installé en décubitus latéral de manière confortable, tête fixée. Bien sûr, on aura expliqué à l'avance le principe de la chirurgie au patient, qui est un véritable acteur de sa chirurgie. On lui explique un peu le principe de l'intervention pour qu'il coopère au moment de l'intervention. Alors, au bloc opératoire, quand on ouvre la durmère, on le réveille, on attend qu'il redevienne lucide, conscient, présent, il sait où est-ce qu'il est, etc. Il se rappelle un peu de son rôle. Il y a l'orthophoniste en face avec son PC, etc. Donc, à ce moment-là, on commence à faire la stimulation corticale pour définir la zone du langage du patient en question, du patient lui-même. Alors, le chirurgien stimule avec une bipolaire, on stimule là, et l'orthophoniste discute avec le patient, langage normal. Le chirurgien dit je stimule, etc. L'orthophoniste continue de tester le langage du patient. À un certain moment, quand on stimule, le patient s'arrête, n'arrive plus à s'exprimer. Il y a un déficit de langage. On dit qu'on a touché la zone du langage. Alors, pour cela, sur le point dont la stimulation arrête le langage, on pose une étiquette stérile. Une étiquette stérile, donc une étiquette, une pastille, une étiquette stérile, indiquant c'est un sens interdit, il ne faut pas toucher cette zone. On fait la même chose jusqu'à contourner la zone du langage, parce qu'il faut savoir qu'il y a des variations interindividuelles et la zone du langage peut varier d'un individu à un autre. Donc la meilleure technique pour déterminer la zone du langage réelle du patient en question, c'est de faire une stimulation corticale en péropératoire pour définir sa zone du langage à lui. Une fois qu'on aura défini cette zone du langage, on sait que c'est un sens interdit, on ne va pas toucher. Alors, si la tumeur s'y propage, on ne va pas la réséquer, donc on va réséquer ce qui déborde, ce qui est en dehors. Par contre, il ne faut pas toucher cette zone, sinon on risque de lui coller une aphasie post-opératoire. D'accord ? C'est le même principe pour la motricité. Une tumeur située à côté dans la zone du langage, dans la zone motrice ou à proximité ou à côté, donc c'est ce qu'on appelle une zone éloquente. Ces patients, idéalement, sont opérés en conditions éveillées de manière à pouvoir définir la zone motrice exactement. Même principe, après ouverture de la durmère, on stimule cette région-là et l'orthophoniste ou le neurophysiologiste teste la motricité du patient. Donc, le chirurgien stimule, le neurophysiologiste teste la motricité. Donc, le patient bouge correctement. Quelquefois, le patient n'arrive plus à bouger. On sait qu'on a touché la zone du langage. Même chose, on y met une étiquette stérile de manière à définir la zone motrice à ne pas toucher. De cette manière-là, on peut optimiser la chirurgie et faire une chirurgie maximale sans toucher la zone du langage, sans toucher la zone motrice. D'accord ? Ça, c'est important. Ça, c'est la base. C'est la base un peu de cette chirurgie éveillée. Donc, c'est la cartographie corticale. Je pense qu'en deuxième année, on vous a enseigné les aires corticales, hein, la zone du langage, les zones motrices, les zones visuelles, la zone auditive, les zones sensitives, etc. etc. Donc, une des applications de cette cartographie de ces aires, c'est en chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chirurgie éveillée, wake surgery, pour les tumeurs situées en zone éloquente. Donc, pour revenir à la phase de Broca, c'est le PDF3. Son atteinte entraîne une déficience du langage
et avec une compréhension normale. Le patient comprend, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est d'ailleurs des patients très anxieux, très angoissés parce qu'ils vous comprennent, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ça se voit essentiellement dans les AVC. Dans les accidents vasculaires cérébro-ischémiques, par exemple, un patient qui fait un AVC ischémique s'il vient, avec une ischémie de la zone du langage, il peut rester conscient, hémiplégique, mais il n'arrive pas à s'exprimer, surtout si l'atteinte est à gauche. S'il est droitier et l'atteinte est à gauche. Il a donc une hémiplégie droite et une aphasie. Et c'est des patients très angoissés qui pleurent, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Il faut les rassurer, leur faire de la rééducation et leur demander de patienter parce qu'il y a certains malades qui peuvent s'améliorer progressivement. Alors, il y a une deuxième notion aussi que je voudrais vous dire par rapport à cette cartographie corticale, c'est ce qu'on appelle le principe de la plasticité cérébrale. Il y a parfois des patients qui présentent un déficit du langage en post-opératoire après une chirurgie ou un déficit moteur après une chirurgie, mais par la suite, ils peuvent s'améliorer du fait de la rééducation et du fait aussi de ce qu'on appelle le phénomène de plasticité neuronale, plasticité cérébrale, qui est un transfert de fonction d'une zone atteinte à une zone saine. C'est-à-dire une sorte de remodelage fonctionnel du cerveau qui se réadapte à la nouvelle situation et qui permet de récupérer certaines fonctions, même si la zone en question est atteinte. Ce qu'on appelle le remodelage fonctionnel ou la neuroplasticité ou le transfert de fonctions vers les zones à côté. Ça, heureusement, c'est un principe, c'est un phénomène que l'on retrouve au niveau du cerveau et qui permet une certaine récupération de certains déficits neurologiques, soit spontanés, soit en post-opératoire après une chirurgie. Alors, le deuxième type d'aphasie, c'est ce qu'on appelle l'aphasie de Wernicke. La zone de Wernicke, l'aire de Wernicke, c'est le carrefour pariéto-temporo-occipital. L'aphasie de Wernicke, c'est le carrefour pariéto-temporo-occipital. Vous voyez, c'est un carrefour entre le pariétal, temporal et occipital. Carrefour pariéto-temporo-occipital. Alors, les patients qui ont une aphasie de Wernicke ont par contre, eux, un trouble de la compréhension. C'est des patients qui ne comprennent rien et qui ont un débit verbal augmenté. Ils parlent trop, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et on parle d'ailleurs de jargonaphasie. Jargonaphasie, donc, ils ont ce qu'on appelle, entre guillemets, une diarrhée verbale. Ils parlent beaucoup, mais ils ne comprennent rien, avec un langage très perturbé. Ça se voit chez des patients qui ont des tumeurs de ce genre, ou une tumeur ou un AVC ou une infection de cette zone-là sur l'hémisphère dominant. Ce qu'on appelle une aphasie de Wernicke. Alors, les étiologies sont multiples, là aussi, accidents vasculaires cérébraux, traumatisme crânien, tumeur, infection, etc., etc. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de parler un petit peu, en gros, des quelques déficiences, quelques problèmes du langage. On a essayé de voir un peu les troubles de la conscience, les comas, l'orientation étiologique, le contexte clinique, l'importance des antécédents, l'importance de l'examen clinique, pour se faire une orientation étiologique. Et bien évidemment, en pathologie, on vous enseignera un peu la prise en charge de chaque pathologie et les principes de son traitement et de son suivi. Au début, bien sûr, on a parlé de l'hypertension intracrânienne, qui est une cause de mortalité en neurologie, en neurochirurgie, en réanimation. Il faut connaître un peu les principales causes, comment examiner un patient, comment indiquer les examens complémentaires, on interpréter les résultats et proposer un schéma thérapeutique cohérent avec un suivi, une prise en charge et un suivi correct de ces patients. Je vous remercie.